Est-ce que vous m'entendez comme ça? J'aime bien parler sans micro. Bon, vous savez tout. Je suis impressionné du résumé quand en 5 minutes tu as résumé les 7 dernières années de ma vie. Donc on peut rentrer chez soi, j'ai plus rien à dire. C'était chouette. Moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur vous. J'aimerais bien savoir un peu plus sur vous et savoir par exemple, est-ce qu'il y en a par ici qui ont des rêves? Parce qu'on va parler des rêves pendant ces 45 minutes qu'on a passées ensemble. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des rêves particuliers? Peut-être professionnels ou de voyage Et par expérience, je sais que c'est pas facile de partager ses rêves devant un public, parce que c'est assez intime finalement. Et s'il y a quelqu'un qui veut nous faire le cadeau de partager un rêve, je serais très content d'entendre. Ok. C'est impressionnant, hein. Moi je suis parti avec mon ami Moutz, donc à la fin de notre école d'ingénieur. On avait étudié pendant 5 ans le génie civil. Le génie civil, c'est apprendre à construire des maisons écologiques. Alors, dans mon cas, ça peut aussi apprendre à construire des ponts, des routes, des bâtiments en général. Et moi, pendant 5 ans, à l'INSA de Rouen, puis à l'INSA de Toulouse, j'ai appris à construire des maisons écologiques, c'est-à-dire des bâtiments dans lesquels on se sent bien et qui consomment le moins possible d'énergie. Ça me passionnait. En 2008, j'ai été diplômé, et après mes études, je me suis dit, maintenant que j'ai appris la vie sédentaire écologique, j'ai envie d'apprendre la vie nomade écologique. C'est-à-dire comment est-ce que je peux être nomade sur la route avec le moins possible de dépenses énergétiques, le moins possible de dépenses économiques. J'avais ce fantasme dans la tête de voyager avec un baluchon, et aussi le plus possible de rencontres humaines. Ça, c'était mon rêve. Et je vous avoue que je me sentais un peu seul avec ce rêve. Quand j'en parlais à mes copains, ils me disaient, mais c'est quoi ce rêve quoi? Pourquoi tu rêves pas comme tout le monde? Voilà, on part en vacances avec de l'argent, un hôtel, tout va bien quoi. Non, moi je voulais voyager sans argent. Je voulais voyager dans le plus grand dépouillement. Je voulais pas prendre l'avion. Et j'ai trouvé un seul fou pour m'accompagner dans ce voyage. Ce fou-là, je l'ai rencontré au lycée à votre âge. C'est un ami qui est devenu comme un frère en fait, et qui m'a dit ouais non, après nos études, on fera le tour du monde sans avion et avec le moins possible d'argent possible. Donc les études se terminent, et cette fois-ci on part le 23 septembre 2008. Alors comme on part en direction de l'Est, de l'Ouest pardon, on est parti en direction de l'Amérique, il a fallu directement se poser la question de comment est-ce qu'on traverse l'océan sans avion. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une idée ici. Comment est-ce qu'on fait pour traverser un océan quand on n'a pas d'argent? Ok, demain vous avez la mission, vous avez votre rêve qui vous attend en Amérique, le rêve américain. Vous n'avez pas d'argent pour aller en Amérique, comment vous faites? Clandestin. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Comme un clandestin. En passager clandestin? Bah oui. Sur un cargo, c'est... Bah oui. Alors ça c'est une idée à laquelle j'ai pensé. Et en fait aujourd'hui les règles sont tellement ficelées, en fait, il y a tellement de règles, c'est pas possible, c'est plus possible de monter à bord d'un cargo, il y a beaucoup de sécurité. Et même en demandant l'autorisation au capitaine, toutes les compagnies responsables du bateau, il y a trop d'assurance, de sécurité, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, si je voudrais traverser de l'Europe à l'Amérique en cargo, il faudrait que je paye 100 € par jour à peu près. Comme ça fait à peu près une dizaine de jours, selon le trajet que je fais, ça fait à peu près 1000 € la traversée. Donc, je n'ai pas choisi cette option. Est-ce que quelqu'un a une autre idée ? Ouais. En travaillant sur le bateau pour traverser cette... Ça, c'est une autre idée à laquelle j'ai pensé, et c'est ce que j'ai fait.
Sauf que je suis pas monté sur n'importe quel bateau parce que pareil, les cargos, c'est pas possible. Il faudrait que j'ai un diplôme particulier. Moi, j'avais mon diplôme d'ingénieur en génie civil qui ne m'autorisait pas à travailler en tant que marin, matelot. Mais par contre, j'ai travaillé sur un voilier, mais plus pour donner un coup de main. Donc j'étais ce qu'on appelle un équipier. Ils montent sur un voilier qui traverse l'Atlantique. Ils ont toujours besoin d'un coup de main pour faire le ménage, faire à manger et faire les quarts de nuit. Les quarts de nuit, c'est se lever la nuit, 2 ou 3 heures, et surveiller les voiles, surveiller la météo, surveiller que tout va bien sur le bateau pendant que tout le monde dort. Et ça, les capitaines, ils en ont vraiment besoin. Donc j'ai passé une annonce sur Internet, et puis il y a un capitaine qui m'a répondu, qui m'a dit « Ok, notre bateau s'appelle Free to Be, littéralement libre d'être. » Et il partait avec sa femme sur un gros catamaran de 17 mètres, ce qui est assez gros pour un catamaran. Et ils partaient en Amérique. Nous, on a monté sur le bateau, et on est resté avec eux 2 mois. Pendant 2 mois, on a vécu avec eux, on a traversé l'Atlantique, on s'endormait sous les étoiles, on pêchait le poisson, on faisait notre cuisine tous ensemble sur le bateau. À bord, il y avait une Écossaise de 19 ans qui partait d'Écosse pour aller donner des cours d'anglais en Colombie. Il y avait un couple de Polonais, il y avait Guillaume, mon ami du lycée, et moi-même, et puis il y avait le couple de propriétaires, Joe et Mercier. Donc voilà, c'est comme ça que mon voyage a commencé, et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Il y a tellement de manières de voyager sans utiliser l'argent. Je me suis dit après coup, ok, j'ai traversé l'Atlantique sans argent, est-ce que maintenant, une fois que je suis en Amérique, je peux dormir chez l'habitant sans argent? Donc au début, j'ai utilisé un site web qui s'appelait Couchsurfing, et c'est un espèce de Facebook pour l'hébergement chez l'habitant, pour les voyageurs. C'est-à-dire, je me fais mon profil, comme sur Facebook, et après, à chaque fois que j'arrive dans une ville, j'ai accès à tous les noms de la personne qui vit dans la ville. Et je peux demander, est-ce que tu serais d'accord de m'héberger? Voilà, je demande aux personnes qui m'inspirent. Et après, j'ai des réponses, oui, non, peut-être. Et généralement, au bout de 3 demandes, il y a environ une réponse positive. Donc j'ai voyagé comme ça pendant 1 an et demi, sans argent. Alors de temps en temps, quand j'étais très fatigué, que j'avais besoin aussi d'intimité, je me prenais une auberge de jeunesse ou un hôtel. Mais toutes les autres nuits, je les passais chez l'habitant. Et pour me déplacer en Amérique, j'imagine vous savez, quand on n'a pas d'argent. Oh, il y a des grands voyageurs ici. On fait du stop, voilà. On fait du stop. Et donc voilà, pendant 2 ans, j'ai voyagé comme ça. Et au fur et à mesure du voyage, j'avais toujours ce rêve qui me suivait. Comment est-ce que je peux m'alléger? Alors au début, j'avais mon gros sac à dos, avec plein de choses dedans, qui était assez lourd. Je voyageais avec mon ami qui avait une planche de surf, j'avais une guitare. Enfin, c'était plus infernal pour voyager. Et au fur et à mesure, on s'allégeait, jusqu'à arriver au Canada en décembre 2009, où on a décidé de faire l'expérience ultime pour nous, qui était de voyager sans argent. Dehors, il faisait moins 40. Autant dire que si on n'était pas hébergé chez l'habitant, on passait pas la nuit. Donc on a décidé vraiment de faire confiance en l'inconnu, de faire confiance en l'étranger, et se dire, ok, on va faire confiance que même sans couchsurfing, même sans site internet, là dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va toquer à la porte des habitants le soir, et ils vont nous ouvrir leur porte. On a voyagé comme ça à la fin du voyage, et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Moi, ça m'a complètement transformé, parce que tout à coup, je me suis rendu compte que les gens que je pensais fermés, craintifs, individualistes, ils avaient, tous ceux que j'ai rencontrés, une envie d'aider, une envie de nous héberger pour la nuit. Alors parfois, il y avait plus ou moins de peur pour contacter cette envie de nous aider, mais toutes les nuits de la fin de ce voyage, on a pu les passer chez l'habitant. Moi, ça a complètement changé mon point de vue sur l'humain, quoi. Jusqu'à là, je me dis, mais c'est un monde de fous, c'est dangereux, faut pas sortir tout seul, faut pas faire de stop. Et là, je me rendais compte de, ok, c'est vrai, il y a ces dangers. Mais il y a aussi cette hospitalité, il y a aussi cette générosité. Et je me dis, mais c'est pas la plus bonne nouvelle de ma vie, ça. Je vis dans une planète où je peux créer du lien avec les gens, il y a de la solidarité, il y a des échanges gratuits qui existent. Je me suis dit, bam, je vais faire un livre. Donc pendant 1 an de retour de voyage, j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle La Bible du Grand Voyageur. Comment voyager sans argent, à la rencontre des gens. Autostop, bateau-stop, même avion-stop, hébergement chez l'habitant, hébergement contre travail, trouver sa nourriture dans la ville, trouver sa nourriture dans la nature. Toutes les techniques pour voyager sans argent
et avec la plus faible empreinte écologique possible. Et après ça, je me disais, j'avais passé 1 an à écrire ça dans ma chambre, j'en pouvais plus quoi. En plus, comme je travaillais pas, j'avais fait le choix de ne pas travailler en tant qu'ingénieur pour pouvoir me consacrer pleinement à mon livre. Je voyais mon compte en banque qui dégringolait. À la fin, j'avais, je crois, 40 € sur mon compte en banque, je commençais à flipper, à me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour manger quoi. Puis, quand je parlais de mon livre aux gens, ils me disaient, non mais tu fais quoi dans la vie comme métier? Je dis, ben, j'écris un livre. Je dis, non mais sérieux quoi, ton vrai métier c'est quoi? J'écris un livre, c'est le métier que je fais en ce moment, quoi. Je suis auteur, écrivain. Ah bon. Puis moi j'avais hyper honte, quoi. J'assumais pas du tout, je me disais mais c'est nul en fait d'écrire un livre par rapport à tous ces gens qui ont un métier où tu gagnes plein d'argent, et moi c'était ça que j'avais envie de faire. Donc j'ai continué, j'ai écrit mon livre jusqu'au bout. Je savais pas si j'allais l'auto-publier, l'auto-éditer, c'est-à-dire que j'allais l'imprimer moi-même et puis le vendre en passant de magasin en magasin, ou si j'allais trouver un éditeur. Et au final, ce livre-là, on l'a écrit à 3, avec mon ami Guillaume et puis une autre femme qu'on a rencontrée sur Internet, qui voyageait beaucoup et qui écrivait aussi des livres. Et on l'a proposé à une boîte, à une maison d'édition qui s'appelle Lonely Planet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Vous connaissez Guy Duroutard? Ouais, c'est la même en plus international. On leur a proposé et ils ont dit banco, on édite le livre. Pour moi, c'était une énorme consécration. J'étais très 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 heureux que ce livre puisse exister et puis surtout diffusé par une maison d'édition comme Lonely Planet. Et à la fin de ce livre, je me dis bon, maintenant pour le faire exister ce livre, il va falloir le vendre bien. Je vais faire une vidéo qui va faire le buzz sur Internet. Je veux qu'il y ait des millions de vues sur cette vidéo pour que les gens entendent parler de mon livre et puis que ce livre puisse se diffuser parce que ça va d'écrire un livre, mais s'il n'est pas vu, moi ça ne m'intéresse pas. J'écris aussi pour que mon livre soit vu et que les gens puissent être inspirés par ce qu'il y a dedans. Donc j'appelle un ami que j'avais rencontré à l'INSA de Toulouse, et je savais que c'était un autre fou, tu sais, ces gens-là qui n'ont pas peur de réaliser leurs rêves. Je l'appelle, je lui dis écoute, il s'appelle Moots. Je lui dis Moots, ça te dit, voilà, moi j'ai écrit un livre, là j'aimerais bien faire une petite vidéo qui parle de voyage. Est-ce que ça te dit de venir avec moi dans un petit voyage? On va faire en France et on voyagera sans argent. Elle me dit ouais, sans argent, on l'a déjà fait quoi, il n'y a rien de nouveau. Il me dit, je sais pas, mais un peu de piment quoi, on voyage sans argent et sans sac à dos. Je fais ok. Je lui dis bah tant qu'on y est, on part dans la nature sans argent et sans sac à dos. Je sentais que ça commençait à monter, puis tu sais, nous on est deux mecs quoi, donc on se montre facilement le crâne, on est entre nous, c'est un peu le testostérone. Et puis l'autre il dit ok, on part dans la nature, sans argent, sans sac à dos et à poil. On prend l'expression au pied de la lettre, on part avec notre bite et notre couteau. Et puis là on était tous les deux en mode poker quoi. Tu vois, ouais ça marche, ok, à poil, sans argent, on part dans la nature. Lui il n'y croyait pas, moi j'y croyais pas, mais comme on s'était tous les deux montés le crâne comme ça. Chiche. Ok, on raccroche, je me chie dessus. Et puis lui pareil. Et puis une semaine plus tard on se rappelle, on fait allô, ça va? Ouais, on part quand? Putain merde, il l'a pas oublié. On part la semaine prochaine, ok, on était tous les deux libres cette semaine. Donc ça commence à se concrétiser. Donc j'arrive un peu devant mes parents, je leur dis papa, maman, qu'est-ce que je fais? Là j'ai un nouveau projet. Vous savez, votre fils qui a fait 5 ans d'école d'ingénieur avant, là j'ai un nouveau projet pour ma carrière professionnelle. Je vais partir en voyage à poil et sans argent. Ok, ma mère, je crois que je me souviendrai toute ma vie. Quoi. Elle m'a dit chaton, chaton, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation? Elle est très gentille. Elle me dit mais t'inquiète pas. Si tu finis au commissariat ou si tu finis à l'HP, j'irai te chercher. Je dis maman, ça va quoi. Je pars à poil sans argent, je vais pas pour mourir. Et puis mon père, bon, était plus détaché, enfin c'est ce qu'il montrait quoi. Et puis du coup on part avec nous, on réunit tous les amis, un peu comme avant de partir à la guerre quoi. Dernier repas,
habillés. Et puis pour ce voyage, on avait prévu d'arriver à Paris, de sortir en boîte de nuit, en décapotable rouge, habillé en costard-cravate. On voulait rejoindre, vraiment passer de l'homme sauvage à l'homme moderne, à poil dans la nature pour arriver à Paris, dans le cliché de l'homme moderne. Donc on était autour de la table ce soir-là, la veille de partir, et puis je parlais avec Mousse. Tu penses qu'il nous faut un permis de conduire pour la décapotable rouge? Puis là, il y avait ma copine de l'époque qui dit, mais les gars, vous êtes complètement barrés, quoi. Vous savez pas comment vous allez sortir des bois, vous êtes déjà en train de penser à la décapotable rouge à Paris, ça va pas la tête. Et ouais, c'est vrai, c'est peut-être un peu idéaliste. Mais bon, le lendemain, un ami nous conduit devant la rivière, on lui donne tous nos vêtements sauf le caleçon, il s'en va. On est sur un rocher, il y a la rivière qui passe devant nous, grosse rivière, c'est la Drôme, pas très loin de Valence. On enlève le caleçon, on fout sous un rocher, et là, avec nous, on avait juste 3 éléments, un permis de conduire, un téléphone de secours, pour rassurer ma mère, et un couteau. Comme dit le proverbe, partir avec son couteau. Du coup, on se jette à l'eau avec ça, on avait tout mis ça dans un petit sac étanche. Et là, moi je m'en souviendrai, ce souvenir de se jeter à l'eau littéralement, vous savez l'expression se jeter à l'eau, et là c'était vraiment ça. On se jette à l'eau et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et bien ce voyage, il a duré 5 jours et il a transformé ma vie. À partir de là, la petite vidéo qu'on a fait finalement, déjà juste pour vous donner quelques petits extraits, on a fini dans des hélicoptères de gens qui nous amenaient, qui nous disaient mais c'est génial votre projet, on va vous aider, dans des avions, dans des coucous, dans des trains, le mec qui nous a pris dans sa locomotive, hébergé chez l'habitant, enfin c'était juste incroyable. Nous on avait juste à cliquer sur REC, sur l'appareil photo, alors qu'on n'avait aucune expérience là-dedans, et tout le film se faisait. On arrive chez nous, on monte le film en une nuit, et pour délirer, on dit bon allez, on envoie une boîte de prod, on verra bien ce que ça donne. On envoie une boîte de prod, le lendemain ils nous appellent, les gars on veut vous voir, monter à Paris. Ok, on monte les voir, rendez-vous, donc il y avait tous les producteurs et tout ça, moi j'étais hyper impressionné parce que c'est pas du tout mon univers. Et ils nous disent alors comme ça vous êtes ingénieur et vous voulez faire des films. Je dis oui. Le concept que vous proposez est génial, nous on aimerait vous accompagner, qu'on fasse vraiment des vrais films de 52 minutes, parce que nous le film qu'on a monté en une nuit, il faisait 5 minutes, et puis c'était très amateur. Eux nous disent, on peut vous passer du vrai matériel, vous apprendre à filmer, vous fassiez des vrais films. On dit ok, toujours en mode poker, parce que tu connaissais rien. Et d'ailleurs on a fait des tests avec des vraies caméras, on est allé dans Paris pour filmer, on leur a ramené les rushs, parce qu'ils voulaient tester notre manière de filmer. Le producteur ne nous l'a pas dit tout de suite, mais il s'est vraiment fait du souci en voyant les rushs. Parce qu'on n'était pas cadré, on filmait les pieds, on n'arrivait pas à faire deux choses en même temps, pas à parler aux gens et en même temps se filmer, c'était catastrophique. Mais quand même, il a cru en nous. Et donc, il nous a dégoté un rendez-vous avec France 5. On est arrivé à poil là-bas, enfin, habillé avec une jupe en feuille qu'on avait trouvé dans Paris. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui est passé. France 5, l'équipe de France 5 nous a demandé c'est quoi vos valeurs, les gars? Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet? Puis moi, j'ai dit la seule chose qui nous motive là-dedans, c'est l'humanisme et ce que nous, à l'époque, on appelait la sobriété heureuse. C'est-à-dire le fait d'être heureux avec peu. Et elle dit mais c'est génial. Et là, on met un chèque sur la table, et puis le mois d'après, on était parti pour notre premier film. On leur a ramené, ils ont adoré, ils nous en ont commandé 2 autres, ils ont adoré, ils nous ont commandé 3 autres, puis 6, et puis là, ça fait le 20e film en tout. Et ça fait 4 ans que je fais ce métier. Et si je suis là aujourd'hui pour parler avec vous, c'est essentiellement à cause de cette expérience. Moi, je viens d'un milieu ingénieur, où j'ai appris le génie civil, et puis progressivement, j'ai continué ma recherche dans ce que j'appelle aujourd'hui l'ingénierie humaine. Toutes ces rencontres que je fais dans ces voyages, j'étudie non pas la mécanique des maisons, de l'isolation, des chauffages, mais la mécanique de comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer en relation les uns les autres. Dans un monde où on voit tant de guerre, tant de violence, comment est-ce qu'on peut faire pour se donner des chances de se comprendre et de se relier les uns aux autres. Parce que les guerres, c'est pas juste au Moyen-Orient ou à l'autre bout du monde, c'est aussi dans notre ville, c'est aussi des fois dans notre famille, c'est aussi dans notre relation de couple, dans notre relation de famille. On connaît tous
des relations tendues, des relations de conflit. Et tout ce laboratoire qu'on a mis en place avec ces voyages, pour nous, c'est une occasion d'essayer de se comprendre, d'essayer de comprendre l'humain et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble sur cette planète. Et là où je suis très heureux de partager ça avec vous, c'est que ce projet, il est né vraiment d'un rêve fou, celui de partir voyager sans rien, sans argent. À un moment de ma vie où je me sentais hyper seul avec ce rêve, je ne comprenais pas ce qu'il foutait dans mes tripes, celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais là, rêve? Tu ne peux pas être comme tout le monde. Et le fait d'y avoir cru, d'avoir osé aussi être seul avec ça, d'avoir osé y croire. Aujourd'hui, je peux mesurer tout ce que ça a généré pour nous, bien sûr, parce que je suis très heureux aujourd'hui de faire ce métier de réalisateur, mais aussi pour toutes les personnes qu'on a rencontrées et qui nous témoignent à quel point ça fait du bien aussi d'accueillir des gens chez eux, qui osent toquer à leur porte, qui osent demander de l'aide, un hébergement pour la nuit ou même un trajet en stop. Et puis aussi pour toutes les personnes qui voient ces films et qui nous font des retours, que ça redonne confiance en l'humanité, que ça donne envie de vivre, que ça donne envie de croire en ses rêves. Et aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit temps avec vous. J'ai été invité gentiment là par toute l'équipe. J'avais vraiment envie de transmettre ce que moi j'ai découvert ces dernières années, à quel point c'est important de prendre soin de nos rêves. C'est vrai qu'on ne sait jamais où ça nous amène. Des fois, nos rêves sont loufoques. Et d'où cette question que je vous ai posée au début. Je sais, j'ai conscience que c'est très impressionnant de parler devant les copains, devant tout le monde, puis de s'exposer comme ça. Mais maintenant, j'aimerais refaire un test. Après ce que je vous ai partagé, parce que je me suis quand même mis à poil là devant vous. Est-ce qu'il y en a un, peut-être juste un, qui aurait envie de partager son rêve loufoque? Ou pas loufoque, ça peut être partir à Tahiti et bronzer, enfin n'importe quel rêve. C'est un rêve? Non. Ou un métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive ici quand vous êtes au lycée comme ça ou quand vous venez à l'INSA, visiter l'INSA? Est-ce que vous sentez qu'il y a un métier qui vous attire plus qu'un autre? Vraiment le métier de vos rêves en fait. Imaginez vous aviez carte blanche. Ce serait quoi le métier de vos rêves? S'il n'y avait aucune contrainte. Et alors, avant de répondre à la question, je serais curieux de savoir, est-ce que ce qui est intimidant, c'est le fait de parler devant les copains, ou est-ce que c'est le fait de... c'est pas évident de savoir, d'avoir conscience de son rêve? Ce que je peux comprendre aussi. Ok, attends. Hop. Ok, toi c'est juste que tu n'as pas de rêve, tu viens comme ça en vacances. Ok, merci. Ok, les autres? Est-ce que c'est... Toi tu as un rêve mais c'est trop intimidant? Ok. Non, mais j'aime bien savoir ça, même si j'entends pas les rêves, au moins je sais que, ok, il y a quelqu'un ici qui voilà, le rêve est peut-être déjà là, mais tu n'as pas encore la clarté, tu n'as pas encore conscience. Et toi, tu as un rêve, mais c'est un peu intimidant de parler devant tout le monde. Ok, merci beaucoup. Les autres? Toi, tu es dans quelle catégorie? Tu penses que tu n'en as pas ou que tu n'as pas encore mis des mots sur ton rêve? Pourtant, je te vois, j'imagine que ça fait combien... T'as quel âge là? 17. T'es en première? Ouais. Première, c'est quand même une sacrée étape aussi en termes d'études. T'es en SVT, SI ou l'autre? C'est SVT? Donc ça demande quand même du travail, quoi. Donc j'imagine quand tu te lèves le matin, que tu accomplis tout le travail que tu fais, que tu étudies le soir, que
tu bosses tes partiels, enfin je sais pas tes résultats, mais ça demande quand même une certaine motivation. En tout cas, tu fais ces études-là, tu n'as pas de rêve dans le futur, mais tu fais ça. Ah, c'est bon. Oui. Et même ça, franchement, je salue ton courage parce que je trouve pas ça facile aussi de parler en public. Pour moi, c'est déjà quelque chose de courageux, quoi. Merci de partager ça, je me sens moins seul. Les autres? Il y a une catégorie, une autre? Votre rêve, vous l'avez fait à partir de quand en première? Alors moi, mon rêve, au lycée, j'étais au lycée Sport Nature de Die, dans la Drôme. Je me suis retrouvé dans un lycée Sport Nature, c'est-à-dire un lycée où un jour par semaine, on faisait de l'escalade. Donc, comme l'a présenté tout à l'heure, tu me rappelles ton prénom? Claire. De l'escalade, du ski de rando, du canyoning. Et c'est là que j'ai découvert les sports de nature et aussi l'aventure. Et c'est là que ce jour-là, un jour avec un ami, en discutant dans notre chambre, on s'est dit, un jour, on fera le tour du monde sans avion. Moi, c'est là qu'il est né. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un rêve que vous avez effectué, et puis après, vous nous avez parlé, le métier maintenant, c'est d'être producteur, etc. Réalisateur. 4 ans. Ouais. Réalisateur, 4 ans. Or, initialement, votre métier, vous n'étiez pas parti pour ça. Donc, votre rêve vous a peut-être permis de glisser sur autre chose, mais pas par rapport à vos études. Alors, est-ce que la question c'est en quoi est-ce que mes études d'ingénieur me servent dans mon métier actuel? Par exemple. Par exemple, ok. Ouais, ok. Oui, souvent mes proches me disent, mais alors du coup, ça t'a servi à quoi de faire 5 ans d'études? Et moi, je réponds, merci de poser la question. Moi, je suis très très content d'avoir fait ces 5 ans d'études en tant qu'élève ingénieur, parce que pendant ces 5 ans d'études à l'INSA, j'ai l'impression que ça m'a aidé à vraiment structurer ma pensée. Pendant 5 ans d'études, on a fait pas mal de projets. On a appris à mener un projet de A à Z, de développer les capacités intellectuelles pour y arriver, d'apprendre à gérer des outils informatiques et tout ça. Et aujourd'hui, quand je fais des films nus et culottés, c'est la même chose. On a besoin d'être très clair sur le matériel, on a besoin de savoir s'organiser, on a besoin de penser rationnellement. Par exemple, si là je filmais cette rencontre avec vous, je devrais faire attention à mon cadre, aux batteries, aux cartes mémoire. Je dois savoir combien de minutes je peux enregistrer sur les cartes mémoire. Donc, toutes les capacités intellectuelles que j'ai développées pendant mes études d'ingénieur, aujourd'hui, je les retrouve dans mon métier de réalisateur. Donc, pas directement, ce n'est pas des maisons que je construis, c'est des films que je réalise. Mais c'est un état d'esprit qui m'a beaucoup accompagné. Et d'ailleurs, la boîte de prod avec qui j'ai fait ces films a été rassurée parce que j'avais fait une école d'ingénieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, tant qu'on est là ensemble, il y en a qui aimeraient avoir des réponses? Ouais. Pourquoi vous étiez bon élève au lycée? Ok. Juste avant de répondre à ta question, je te remercie pour la question. Est-ce que je peux avoir une indication au niveau du temps? Combien de temps il me reste? 15 heures. Donc 20 minutes. 20 minutes, ok, super. Alors, au lycée, j'étais assez bon, on va dire. Pour te dire, le bac, qui représente assez mon niveau que j'ai eu au lycée, j'ai eu 14 de moyenne au bac. J'ai eu la mention, je crois que c'est bien. 12 et 14, c'est assez bien. J'ai eu tout juste la mention bien, ce qui m'a permis d'aller à l'INSA. Mais j'étais pas non plus brillant, quoi. J'avais des bonnes notes et c'est ça qui a fait que j'ai voulu continuer dans une école où voilà, on pouvait utiliser un peu les mathématiques. J'ai fait une terminale S. L'école d'ingénieur, ça plaisait bien pour ça. Ça répond à ta question? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez exercé le métier pour lequel vous étiez formé en école d'ingénieur? Très bonne question, ouais. Alors quand je suis revenu de mon grand voyage en Amérique, je me suis posé pour écrire mon livre. Comme je vous ai dit, j'ai consacré tout mon temps à l'écriture. Et à la fin du livre, et avant de commencer le nu et culotté, j'ai travaillé 3 mois en tant qu'ingénieur. C'était dans les Vosges. C'était une entreprise très très petite. On était 4. Et l'entreprise, c'était un igloo en paille, recouvert de terre, qui faisait des bâtiments ultra écologiques. Des bâtiments, ce qu'on appelle à énergie passive. C'est-à-dire des bâtiments qui consomment quasiment 0 énergie. Et j'ai travaillé 3 mois, et puis
puis après, voilà, je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait, j'aimais bien le côté un peu rationnel qu'il y a dans le côté ingénieur, mais ce qui me manquait, c'était plus la relation humaine. Donc à partir de là, j'ai plus développé les voyages. Depuis 4 ans, je fais que ça. Je fais que des voyages comme c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais ça a été c'était un sacré questionnement pour moi de commencer des études et de me dire est-ce que je peux faire autre chose que ce que j'ai étudié en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à étudier pendant 5 ans. Vraiment, j'ai adoré les études que j'ai faites, j'ai beaucoup appris. Mais à un moment donné, je voyais que bah, si je m'écoutais, ça m'emmenait autre part que là où j'avais étudié. Du coup, j'étais dans ce dilemme. Est-ce que je continue dans ce que j'ai étudié, mais c'est plus vraiment ce qui est enthousiasmant pour moi, ou est-ce que j'écoute vraiment ce qui est enthousiasmant pour moi et c'est moins sécurisant parce que je pars vers quelque chose d'inconnu, un nouveau métier, mais en tout cas, c'est ici que je sens que j'ai mon énergie, quoi. C'est ici que quand je me lève le matin, je me dis waouh, je sais pourquoi je me lève, je sais ce qui me motive, je sais ce que je veux faire, et j'ai pris cette voie-là. J'ai pris de ok, je sais pas où je vais, mais je sais d'où ça part des tripes, et j'ai confiance en ça. Et d'ailleurs, je me faisais du souci pour mes parents. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, quoi. Ils ont investi, ils ont payé mes études, peut-être ils ont des attentes sur moi, que je devienne un ingénieur. Et un jour, j'en parle à ma mère, je dis, tu sais, maman, je suis désolé, je crois que je vais pas être ingénieur. Puis elle me dit, mais j'ai beaucoup de chance, en fait, dans sa réponse, ça m'a beaucoup apaisé. Elle me dit, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu sois heureux. Après, que tu sois ingénieur ou peintre ou quelque chose d'autre, ça va. Et ça m'a bien libéré. Je ne sais pas si ça aurait été si simple pour moi si mes parents avaient une réticence à ce que j'écoute ma sensibilité qui m'emmenait à un autre endroit. Donc je trouve que c'est hyper important aussi le soutien de la communauté, que ce soit la famille, les amis, des gens qui permettent de se rappeler, ok, ça c'est ton rêve, vas-y, fonce. Ouais. Vous pensez faire ce métier-là, continuer dans ce métier-là? Je suis pas sûr de bien comprendre. Ta question, c'est jusqu'à quand je pense faire ce métier? Ouais. C'est absolument rien. Tant que ce sera un plaisir, tant que je le ferai avec plaisir. Parce que ce métier, tu sais, quand je pars tout seul ou avec mon pote dans la nature, sans argent, sans vêtements, la seule chose qu'on a, c'est un rêve. Et le rêve, la motivation, c'est la base de tout dans le métier que je fais. Et s'il n'y a plus cette motivation, s'il n'y a plus cette étincelle, cette envie de vivre l'aventure, il n'y a plus de film. Donc tant que c'est là, je le fais. J'ai remarqué que c'était une question, pour moi, beaucoup une question de rythme. Si je fais trop de films dans l'année, il y a quelque chose qui se lasse au bout d'un moment. Et si j'en fais pas assez, il y a quelque chose qui est genre impatient. Et aujourd'hui, on en fait 4 par an. C'est juste assez pour garder de l'envie, de l'enthousiasme, puis faire d'autres choses à côté, comme par exemple partager les expériences. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce qui me motive, c'est de partager les pépites que je rencontre dans le voyage. Aujourd'hui, je le fais par des films. Peut-être demain, je le ferai que par des conférences. Après-demain, je le ferai par des histoires. Dans un autre jour, j'écrirai un livre. Mais c'est ça qui est, dans le fond, ce qui m'intéresse. Et ça m'intéresse pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le voyage, qu'on connaît tous, qu'est-ce qui n'est pas parti en voyage ici? 2, c'est-à-dire que tu es tout le temps resté en France. Tu as voyagé un peu en France de temps en temps? Un petit peu. Bon, je sais pas le voyage comme on entend d'aller dans le Caraïbes, mais disons que tu connais un peu le voyage, de se déplacer, d'aller loin sur chez soi et voir un nouvel environnement. Et ben moi je me suis rendu compte que le voyage, qui au début est l'idée de partir d'un point A à un point B, et faire des découvertes sur la route, au final, de plus en plus, ça peut devenir un état d'esprit. Et c'est quoi le point commun entre tous les voyages? Qu'est-ce qui fait un voyage? Est-ce que c'est la distance qu'on parcourt? Tu penses que c'est quoi? La découverte. La découverte, c'est en tout cas moi le point commun de tous les voyages. Et la découverte, on peut la faire n'importe où. Mais c'est vrai que ça aide de se mettre en mouvement, de se mettre en voyage. Mais là, si on est attentif,
Tout à l'heure, quand vous allez aussi découvrir les nouveaux bâtiments, il y a moyen aussi d'avoir cet état d'esprit du voyageur, celui qui a envie de découvrir, qui a envie d'apprendre. On peut le faire au Costa Rica, on peut le faire en Inde et on peut le faire aussi chez nous. Et c'est pour ça que les voyages nuits culottés, je les fais dans mon pays. Parce que découvrir à l'autre bout du monde, quelque part, je connais, c'est génial, mais est-ce que je suis capable de découvrir dans mon propre pays? Est-ce que je suis capable de découvrir les gens qui vivent autour de chez moi? Est-ce que je suis capable de découvrir mon père, ma mère, mes frères, ma soeur, mes amis, comme je découvre des inconnus? Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est dingue. Je passe du temps avec des inconnus, je dors chez l'habitant, on vit des histoires hallucinantes, mais je passe même pas cette qualité de connexion, je la vis pas avec mes parents. Et au bout d'un moment, ça m'a questionné, je me dis, mais j'ai envie de sentir aussi ce voyage dans ma vie au quotidien, pas que quand je pars de chez moi. Donc voilà, c'est toute la réflexion et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager cette passion du voyage parce que c'est pas réservé à une élite qui part à l'autre bout du monde et qui a de l'argent. On en est tous capables et je crois qu'on a tous soif d'aventure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas l'aventure, qui n'aime pas la surprise, la nouveauté dans cette salle? Voilà, je crois que c'est ce qui nous réunit tous là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Et maintenant, niveau financier, ça va mieux? Je te remercie de t'associer de la santé financière. Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Je gagne vraiment ma vie très correctement, j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. C'est étonnant parce que je passais d'un mode de vie où je dépensais, parce que je gagnais rien, je dépensais 5 € par jour, et pour 5 $ par jour, c'est quand j'étais en Amérique. Et pour gagner ma vie, j'avais écrit des petits livres de bateau-stop sur toutes les techniques pour faire du bateau-stop et traverser des océans gratuitement, que je distribuais aux gens, et les gens me donnaient 5 $ ou 10 $ et ça me permettait de vivre la journée. Je suis passé de ce mode de vie-là à un mode de vie où maintenant je gagne ma vie, où j'ai un salaire, où je peux me payer ma maison, l'essence de ma voiture, l'électricité, la nourriture. Et ça m'a posé problème d'ailleurs à un moment donné parce que je me suis rendu compte que je gagnais ma vie en voyageant sans argent. Et dans mon cerveau ça faisait un bug, c'est bizarre. Et j'ai mis du temps en fait à accepter que je gagnais ma vie non pas en voyageant sans argent, je gagnais ma vie en faisant des films de ces expériences. Et le métier de réalisateur, c'est un vrai métier quoi, qui demande beaucoup de travail et d'investissement. Et c'est ça qui rémunère aujourd'hui. Ouais. Quand je voyage pas. T'inquiète pas, comme tu veux. Non, ouais, alors les vacances, c'est une grande question en ce moment dans ma vie parce que comme je suis entrepreneur, on va dire, c'est moi qui décide quand je pars voyager et tout ça, je fais des conférences, c'est moi qui organise mon emploi du temps, donc au début j'étais là, mais trop bien quoi, je suis mon propre patron quoi. Ouais, mais je suis aussi mon propre employé. Ah. Et du coup, j'ai personne sur qui rejeter la faute quoi. C'est moi qui dois gérer quand j'ai envie de travailler, quand j'ai pas envie, gérer voilà, les rentrées d'argent, gérer le temps de pause. Et du coup, les vacances, elles sont pas fixes. Je sais que j'essaye de temps en temps d'avoir des moments où il n'y a rien, où je suis pas devant une caméra, je suis pas devant un public, je suis tout seul chez moi, avec ma famille, mes amis, et avoir cet équilibre entre ma vie sédentaire et puis ma vie nomade. Et puis aussi d'homme public, parce que depuis que les films sont passés à la télé, les gens me reconnaissent dans la rue. Ils me disaient hey, c'est toi qui pars à poil. Ouais, alors à ce niveau-là, j'ai une anecdote assez croustillante. Quand j'étais petit, je me baladais tout le temps à poil dans mon hameau. On était 30 dans le village. J'étais tout le temps à poil, comme les enfants, tu vois. Et moi, peut-être un peu plus âgé, 3-4 ans, j'étais tout nu, voilà, je marchais. Et puis il y avait les voisins qui étaient complètement outrés, quoi. Et qui disaient à mes parents, mais ils les engueulaient. Ils disaient, mais c'est n'importe quoi. Votre enfant, là, il est tout nu devant ma fille, non mais c'est quoi ça? Puis mes parents, ils ont lâché l'affaire, ils m'ont mis un slip, voilà. Les années ont passé, et puis la dernière fois, je repassais dans mon hameau, et puis les mêmes voisins qui me disent « Non, on t'a vu à la télé tout nu, c'est génial !» Donc voilà, c'est 2-3 choses qui ont changé entre-temps.
Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Tac tac, le fait que j'étais bah, je sais plus, mais voilà, il y a du sens. C'était les vacances, voilà, merci. Voilà, que j'étais reconnu dans la rue et que du coup, j'avais besoin, à côté des moments comme ça où je suis en représentation ou en lien avec un public, d'avoir aussi des moments où je suis complètement anonyme. Je me retrouve avec mes proches, ma famille, mes amis. Ouais. Vous avez réalisé votre premier rêve, ça serait quoi le suivant? Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Maintenant que vous avez réalisé votre premier rêve, ça serait quoi le suivant si vous en avez déjà un? Et je crois que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'approfondis jour en jour. Je ne considère pas l'avoir réalisé en fait. Vivre dans cet état de voyage au quotidien et vivre ma vie entière comme un voyage, c'est quelque chose qui se réactualise tout le temps, tout le temps. Il y a plein de moments où j'oublie et puis je me retrouve à me replonger dans des habitudes, dans des ornières, à faire des trucs qui ne m'épanouissent pas ou à me planter. Et c'est un truc constamment à réfléchir, ce truc-là de ok, la vie c'est un voyage, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment pour rendre ma vie un peu plus belle et rendre la vie des autres un peu plus belle? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre quelque chose aujourd'hui? Un matin, je me réveillais, une période de ma vie, je me réveillais tous les matins en posant cette question. Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui? Alors que j'étais chez moi, je veux dire, dans ma ville natale et tout ça, quoi. J'étais là, mais il y a forcément quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que je vais apprendre? Et du coup, pour moi, ce rêve-là, il s'approfondit, s'approfondit, s'approfondit. Je refais un test, je ne vais pas vous lâcher. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un rêve? Parce que là, je commence à vraiment partager avec vous, j'aimerais bien avoir un peu de retour, quoi. Ce que je vois, ce qui me plaît en fait dans ces rencontres, il y a le côté transmission, que je puisse partager avec vous mon expérience comme d'autres l'ont fait avec moi, ça m'a inspiré. Et j'adorerais que ça puisse vous inspirer, que ça vous aide à rencontrer votre rêve, ce qui vraiment vous donne envie de vous lever le matin, ce qui donne envie de vous dépasser, de réaliser quelque chose de beau. Donc cette transmission-là, elle me plaît. Puis aussi le partage. Moi, je suis hyper curieux d'apprendre de vous aussi. D'être inspiré par vous. Donc s'il y a quelqu'un qui pouvait faire le cadeau de partager un rêve, je serais waouh, ravi. J'ai l'impression qu'il y a un rêve qui essaye de se frayer un chemin là. Comment tu t'appelles? Ouais. Antoine. Antoine, tu sens qu'il y a quelque chose, même si ça n'a pas besoin d'être très très clair, mais juste quelque chose qui... Comment? Il est assez gênant le rêve. Ah oui, il est assez gênant. Ok. Mais pareil, je suis content de savoir qu'il y a un rêve là. Ok, je respecte aussi l'intimité. Merci Antoine. Et ton collègue à ta gauche? Ah, c'est Elias. Ah, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Non, c'est même réponse que lui. Ah, c'est la même chose? Ok, d'accord, ça marche. Ok. Mais est-ce que c'est les gars que vous voyez faire à poil? Vous n'avez pas rencontré des problèmes? Alors, on s'est fait cueillir par les flics quelquefois. Mais à chaque fois, en fait, quand on sort des bois, donc quand on est dans les bois, il n'y a personne. On fait attention à ce que personne puisse nous voir. Et on se fait toujours une petite jupe ou un string en feuille de vigne ou en buisson ou en mousse. Et quand on arrive devant les gens, on a les parties qui sont cachées. Donc ça, c'est légal. Et la dernière fois, il y a des flics qui sont passés. Et on avait nos papiers sur nous. Parce qu'on a un sac à dos aussi. Et donc ils n'avaient rien à nous dire en fait, parce que on n'était pas en train de se montrer quoi. On était torse nu, c'est la seule chose. Et on avait nos papiers, donc ils nous ont laissé partir habillés en mousse. Par contre, les filles peuvent pas être torse nu. Voilà, mais ça c'est plus dans les villes. Donc à la campagne, c'est plus. Tu vas pas embêter quelqu'un parce qu'il est torse nu. Quoi. Généralement, on part pas dans une ville, on part dans la campagne.
Ok. Alors, une dernière question? Ouais. Ok, dernière question. Vous avez réussi à aller en fait et puis avec une décapotable rouge? Ouais, c'était assez dingue l'histoire parce qu'on est arrivé à Paris et là on s'est rendu compte, mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver une décapotable rouge alors qu'on n'a pas d'argent? Tu sais, on réalise après. Et on s'est dit mince, comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, on marchait tout dépité comme ça dans la capitale, on va jamais y arriver. Et là devant nous, il y a un tuk-tuk rouge qui passe. Tuk-tuk rouge décapotable. Le seul tuk-tuk rouge de Paris. Puis on le regarde et puis le conducteur me regarde. Il fait qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez une course? Enfin bah non, mais en fait on rêvait de faire un tour en décapotable rouge. Et on lui explique notre projet, il fait allez, je vous emmène où vous voulez ce soir. On lui dit en boîte de nuit. Ok. Et donc on est parti avec lui, puis on avait déjà trouvé le costard avant. C'est bon l'opportunité. Voilà, mais en tout cas je vous remercie beaucoup de ce temps passé ensemble. Je vous souhaite de prendre soin de vos rêves. Ah ouais, ah ouais, trop bien. J'ai une chanson. Ça vous dit un peu de guitare? Ok, c'est une chanson pour... Quoi? J'ai pas compris. Non. En plus c'est une composition en fait. Donc je pense pas que... C'est une chanson pour enfants. Je l'ai composée à ma filleule quand elle avait 2 ans. Moi, elle me parle. Puis je pense que les plus grands rêveurs, c'est les enfants même. Je leur demande leurs rêves, c'est astronaute, médecin, pompier, biomane. Ok. Donc je m'adresse à tous les enfants qu'on a à l'intérieur de nous. Mes chers amis, écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous raconter. Tout commence par il était une fois, au fin fond d'un royaume, d'un vieux comté. Vous prêts? Non, ce n'est pas un conte de fées, c'est une véritable histoire de coccinelle. Tous les faits sont vrais et avérés. Appelez ça un conte de faits réels. Cette coccinelle étant bien atypique, pour quitter son clan, elle avait des idées. Migrer à l'automne et se rendre en Afrique. Tel était son plan, elle l'avait décidé. Quand arrive le jour J de la saison des pluies, elle était enfin prête tout à fait sûre d'elle. Puis comme par magie, s'envola sans un bruit, muette et discrète sur un dos d'hirondelle. Heureuse et fière, la voilà chevauchant sur un dos d'oiseau, le chemin du soleil, des ruisseaux, des rivières, des lacs et des champs. Mon Dieu que c'est beau, la terre vue du ciel. Après plusieurs semaines de voyage dans les airs, Coccinelle atterrit, c'est ici qu'elle descend. Une girafe, une hyène, un petit guépard et sa mère. Quel bonheur elle rit, il y a même des éléphants. Mais son regard s'adresse sur ce drôle d'animal. Très gros et tout gris, sur son nez il y a un os. Elle se dit, quelle grosse bête, alors ça c'est un mâle. Vous l'avez compris, c'est le rhinocéros. Lui aussi semble très intrigué par cette beauté écarlate. Jamais vu passer par ici un si beau dos taché. Il veut la rencontrer, il s'approche, il hâte. Il arrive, elle le voit, elle le veut et ses yeux font le reste. Il s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Et puis, vous devinez la suite du récit. Histoire d'amour quelque part en Afrique. Y a-t-il un sens à cette drôle d'alchimie? Aucun rêve n'est trop grand pour celui qui le porte. Mais il ne faut pas se tendre aux souhaits originaux. La vie surprend souvent ceux qui ouvrent des portes. C'est juste qu'il faut s'attendre à rencontrer.